Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bienvenue à cette édition spéciale sur For You Media, votre télévision panafricaine, entretien exclusif avec un invité. On aura le temps de vous le présenter. D'abord, c'est une co-présentation. Moi, Siké Ndoumbe, bien sûr avec vous, Fundedi. Bonjour. Bonjour Siké Ndoumbe et bonjour également à tous nos téléspectateurs pour cette édition spéciale du dimanche 18, nous sommes le 18 Le 18 septembre. Le 18 septembre 2022. 2022, oui. Et voilà. Et donc, vous le disiez encore tout à l'heure, nous recevrons un invité un peu atypique, vous le saurez tout à l'heure, parce que c'est une première fois d'avoir un invité, justement, qui profère beaucoup plus se faire entendre que se faire voir. Il s'agit, bien sûr, du docteur Messon Kodjo Agbeyome, homme politique togolais, mais pas que, parce qu'également le panafricanisme fait partie d'une de ses batailles. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'antenne, alors le docteur Agbeyome, qui est notre invité de ce jour, va intervenir, du moins on aura son son en audio, et bien sûr il n'y aura pas d'image. Tout à l'heure il nous dira certainement, il nous donnera les raisons de ce choix. Déjà on vous dit bonsoir docteur, merci d'être là. Merci aussi de me faire l'honneur de me recevoir et je salue fraternellement et chaleureusement vos auditeurs. Alors, pour situer nos téléspectateurs avec vous, on va parler d'abord et prioritairement, certainement, de, bien sûr, l'actualité au Togo, votre pays, justement, en revenant sur un certain nombre de questions. La candidature, parce qu'on rappelle qu'il a été candidat à la dernière présidentielle de 2020, les raisons de son exil également, on reviendra là-dessus, et la situation, certainement, les défis, les enjeux politiques au Togo. Tout à fait, et puisqu'il faut rappeler, c'est que il a certes été candidat à la dernière élection, enfin présidentielle, mais il a également été ancien, je crois, premier ministre. Il a même été président de l'Assemblée nationale. Alors, à une certaine époque. À une certaine époque. Comment comprendre qu'un monsieur qui a autant de casquettes sur le plan politique de son pays, aujourd'hui, se retrouve en exil? Tout à fait. Voilà, on en parlera avec vous. On sortira avec d'autres questions internationales, précisément sur la question malienne, avec cette plainte du Mali du côté des Nations Unies contre la France. Et on va s'interroger sur, on va aller jeter un regard géopolitique, cette fois-ci en parlant de la crise russo-ukrainienne, la place de l'Afrique dans tout cela. Voilà donc le décor planté, chers téléspectateurs. On prend la transition, ensuite on revient pour discuter avec notre invité. Si je cite les pays occidentaux, c'est pour mettre en lumière leur duplicité, leur hypocrisie, leur implication dans cette crise. Parce que... Docteur, vous les prenez à témoin, vous renforcez la France-Afrique apparemment, ce que vous dénoncez. Non, je crois qu'on ne se comprend pas. Allez-y. Allez-y, docteur. Au Togo, écoutez-moi bien, au Togo, nous avons préparé les élections donc avec... les diplomates du monde occidental. C'est-à-dire la préparation, nous disons que tout ça, ils étaient la passerelle entre nous et le pouvoir. Maintenant, vous disposez entre vos mains les messages de félicitations adressés donc par les différents fronts de la population, donc aux vainqueurs. Vous les avez entre les mains. Maintenant, vous, pays occidentaux, enfin vous, notamment de la France, ont fait de faux messages de félicitations qu'on lit sur RFI. La démonstration est faite. Mais je les dénonce afin qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas prendre ou contribuer à prendre en otage le destin de tout un pays pendant des années. C'est uniquement par rapport à ça. Je ne demande aucune faveur, ni au monde occidental, ni, comment je dirais, à Emmanuel Macron. Je demande, parce que cette fonction exige qu'on ait de toute façon de la morale. On défend des valeurs. Vous ne pouvez pas professer des valeurs donc de, comment vous appelez ça, de légitimité démocratique et voir que quelqu'un
qui brigue un 4e mandat, vole, utilise un service public. Je crois quand même que le fait de le dire, c'est attirer leur attention que nous ne pouvons plus accepter cela. En d'autres circonstances, vous pouvez savoir du moment qu'on a volé, mais vous vous taisez. Mais je demande à Emmanuel Macron de respecter la souveraineté du peuple togolais. Lui qui a la bouche, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté ceci. Et pourquoi vous ne voulez pas respecter la souveraineté du peuple togolais? Et donc, à la limite, peut-être que vous n'avez pas compris, je pars en guerre contre ce type de comportement qui retarde le développement de nos pays et qui également de toute façon constitue, si vous voulez, une attitude néocoloniale contre laquelle de toute façon la jeunesse africaine, les populations africaines aujourd'hui se sont levées. D'accord, docteur Agbeyome. Alors, peut-être une dernière question sur cette actualité du côté du Togo. Alors, on vous présente également comme étant justement le parrain de la plateforme panafricaine de souveraineté, docteur Kodjo. Et donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que répondez-vous justement à ces personnes qui estiment que par le passé, justement, tout ce que vous avez essayé de faire pour réclamer cette victoire n'a pas porté ses fruits parce que justement par le passé, vous avez fait confiance, on va le dire ainsi, à l'Occident. Et donc aujourd'hui, avec la nouvelle donne qui est donc le panafricanisme, ce serait justement l'une des raisons qui vous amènerait très souvent à porter un message du panafricain. Non, je pense que je réclame simplement la vérité et la justice. La vérité et la justice constituent, si vous voulez, dans les relations humaines, quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas seulement de toute façon au monde occidental que nous adressons. Nous adressons également à la Russie. Nous adressons également à la Chine. Nous ne pouvons pas continuer, pas nous mentir. Quelqu'un qui n'a pas gagné, qui s'asseye là et qui torture les gens et empêche la liberté d'expression. Et je considère que ce n'est pas parce que donc l'Occident nous a déçus qu'on est dans le panafricanisme. C'est un mouvement qui se dessine et il faudrait nous soutenir ce mouvement. Parce que ce que je vais vous dire, l'avenir donc du continent africain qui passe forcément de non pas le fédéralisme, eh bien, c'est les mouvements panafricanistes qui les portent. Donc, il faut les soutenir. Au jour d'aujourd'hui, ils sont considérés comme des adversaires au niveau des différents régimes en Afrique. Et donc, ce que moi je fais aujourd'hui, en étant parrain, je continuerai parce que je pense que à l'horizon donc de 25 ans ou d'un demi-siècle, l'Afrique peut devenir donc une grande puissance également, qui sera du moins à la table du Conseil de sécurité de l'ONU et également peserait dans les décisions sur le plan mondial. Docteur Kodjo, peut-être un mot sur ces accusations. On rappelle que vous avez été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État et diffusion de fausses informations. On signale qu'en 2020, en juillet précisément, vous aviez disparu de la circulation. De quoi était-il question? Alors, de quoi est-il question, docteur? Est-ce pour cela qu'aujourd'hui, vous, par exemple, vous refusez, par exemple, d'apparaître, de participer peut-être à cette émission en vidéo? Vous préférez justement cette autre formule. On ne sait pas exactement où est-ce que vous êtes. Alors, vous êtes poursuivi. Pourquoi? Est-ce que vous êtes... Qu'avez-vous fait, docteur? Pourquoi vous êtes en exil aujourd'hui? Excellente question. Et ce qui montre également le caractère horrible donc, du régime que nous avons en face. Nous avons nous sommes tous candidats au poste de président de la République. Nous partons avec égalité de chance. Et quelqu'un qui sait que il a été atomisé dit pourquoi je dis que je vais gagner. 2. Pourquoi j'affirme que c'est le pouvoir en place qui a incendié les marchés de Lomé et de Kara.
je signale que ces marchés ont été incendiés le 12 janvier 2013. Nous allons arriver bientôt en janvier 2023. Ça fait 10 ans, on n'a pas encore trouvé les auteurs. Et dans cette affaire-là, j'ai été suspecté. J'ai passé 40 jours de prison avant qu'on ne me lave de tout soupçon. On dit pourquoi je dis que c'est... Je crois quand même qu'il y a un devoir de redevabilité. Vous dirigez un pays, le marché central de la ville de Lomé a brûlé, mais il faut trouver les auteurs. On n'a pas trouvé. La troisième chose, pourquoi je me suis adressé donc aux forces armées. Bref, nous disons que ce scrutin a été marqué par 5 coups d'État. Le premier, c'est le coup d'État électoral. Le deuxième, c'est le coup d'État militaire. Le troisième, c'est le coup d'État judiciaire. Le quatrième, c'est le coup d'État médiatique. Et puis, en fait, voilà. Donc, il y a eu du moins 5 coups d'État au total. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on me dit qu'on me poursuit. Très bien. Je suis, au moment où, du moins, je faisais tout cela, j'étais président de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Donc, il a fallu lever dans mon immunité. Ils ont élevé l'immunité, et pas dans des conditions correctes. Nous avons donc demandé à faire appel. C'est l'appel que nous avons eu à faire et qui n'a pas prospéré et qui a amené mes avocats à introduire le dossier au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a balayé tout cela en disant que, pourquoi vous êtes parti casser chez lui et l'extrait de sa maison. 2, pourquoi vous l'avez emmené de toute façon au service de renseignement. 3, pourquoi vous lui avez interdit de réclamer sa victoire, de le rétablir dans ses droits. Mais au moment où il m'enlevait de chez moi, le chef de l'État, son émissaire, m'a déjà confirmé que j'ai gagné, ils ont volé. Les partis politiques de l'opposition de la société civile également ont sorti des communiqués pour dire que c'est moi qui ai gagné. C'est après cette interdiction de ne plus réclamer la victoire que sous la pression des populations qui ont voté pour moi, j'ai encore réclamé cette victoire-là et ils ont voulu me tuer, je suis sorti du pays. Voilà. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, je dois rentrer chez moi dans la paix et dans la sécurité et être rétabli dans mes droits. Vous comprenez? Parce que, et comme je gêne, ma vie est en danger. D'accord. Merci. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, par ce biais, être, visible. Donc, sur le poste, mais je pense que Dieu aidant, dans peu de temps, c'est avec beaucoup de plaisir de toute façon que j'échangerai avec vous. En tout cas, en chair et en os. Oui, on rappelle à nos téléspectateurs qu'on aura certainement dans d'autres éditions l'occasion d'avoir également la partie justement d'en face, parce qu'il y a beaucoup d'allégations et c'est important d'équilibrer également. En ce qui concerne, par exemple, l'immunité dont le docteur Kodjo a fait allusion, on rappelle que de manière officielle, docteur Kodjo, il avait été dit que vous aviez été absent de votre poste durant 12 mois. C'est ce qui a justement justifié cette levée d'immunité justement en tant que... Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui a justifié le fait que je quitte l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Ça dit que vous et moi, nous sommes candidats en même temps. Vous ne pouvez pas porter plainte contre moi, puisque le processus en cours, il n'est pas fini. En tout cas, c'est des artifices utilisés, mais d'une manière ou d'une autre, soyez convaincus. Tout ça, là, de toute façon, ça va éclater bientôt. C'est des artifices utilisés parce qu'il a refusé de prendre l'argent, d'être suborné, eh bien, on va lui faire ça. Mais ça n'ira pas loin, parce que de toute façon, ce n'est pas normal de se comporter de cette manière. Mais dans tous les cas, le peuple togolais et la majorité de tous ceux qui suivent dans l'actualité togolaise savent du moins de quel côté se trouve la vérité. Que Fort a été atomisé dans les urnes, il n'a même pas 20%.
D'accord. Alors, Merci, docteur. Rappelez peut-être pour sortir par là. ouais. Voilà, les chiffres officiels, docteur Kodjo. On aura l'occasion de revenir Oui. peut-être là-dessus dans une prochaine édition. Mais les chiffres officiels, justement, on rappelle que C'est-à-dire le président Faure Gnassingbé. C'est ce qu'il faut rappeler. Depuis 2 ans que je mets en cause son émissaire, qu'il est venu me dire la célèbre phrase là. Nous avons volé ta victoire. Oui, Tu ça, peux nous envoyer en prison, mais il n'a jamais eu de démenti. Et il ne peut pas le démentir, puisque au moins j'ai 2 témoins solides. Il ne peut pas le démentir. on aura l'occasion de recevoir justement une partie le camp d'en face pour équilibrer comme justement, on appelle ça quoi, le métier nous l'exige. Exige. On rappelle simplement qu'au cours de la Il y a dernière pas élection besoin- de 2020, les Quand vous les résultats, aurez, quand vous les aurez reçus, on les aura. après on fait un coup de face. On les aura. D'accord, De docteur. manière officielle, on rappelle que vous êtes sorti 2e lors de la dernière élection présidentielle avec selon les chiffres, 19,46% des voix. Le président Faure Gnassingbé avait 70,78% des voix. Lina dit. Alors, docteur Kodjo, c'est vrai que bientôt, on sera obligé de se quitter. Mais on ne saurait le faire sans, puisque vous parlez de panafricanisme, Ouais. on ne saurait le faire sans toutefois vous demander, par exemple, ce que vous pensez de la situation au Mali actuellement. Le Mali, voilà, on peut dire, qui donne carrément une gifle à la France. Oui, je pense quand même que c'est assez pathétique Ouais. ce qui se passe au Mali. Et vous vous souviendra que ce phénomène de terrorisme qui s'est développé dans le Sahel est consécutif à l'assassinat de Muammar Kadhafi. On a reçu une résolution de l'ONU pour aller protéger, soi-disant, des Libyens donc, qui sont victimes de droits de l'homme ou dont les droits de l'homme ont été violés. On a transformé ça autrement jusqu'à la mort de Kadhafi. Et je crois que les terroristes qui ont envahi donc le Sahel et notamment donc le Mali, ils sont venus d'où? Ils sont venus prioritairement donc de la Libye. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, qui entretient ces terroristes-là? Ils trouvent les armes où et ils trouvent les moyens où? Je pense que à ce 21e siècle, nous devons avoir une attitude donc responsable et ne pas vouloir jouer de toute façon, en tout cas aux colonisateurs, et dicter la marche à suivre à un pays souverain. Tout ce qui s'est passé du moins avant la chute donc de IBK, je vous en fais de toute façon l'économie, puisque Oui. moi-même donc j'étais à la dernière élection présidentielle donc au Mali en tant que la dernière élection présidentielle donc de IBK. Oui. Donc en tant qu'observateur, bon, mais le pays assiégé, on n'a pas pu du moins voter donc dans l'ensemble du pays. Le nord étant occupé donc par les terroristes. Je crois que il faut qu'on sache raison garder l'attitude de la France violente et arrogante vis-à-vis du Mali, de toute façon, n'est pas convenable, n'est pas tolérable. La France est un pays souverain, le Mali aussi est un pays souverain. Et donc, si il y a des problèmes à régler, on les règle donc diplomatiquement. Et donc, tout ce que nous observons aujourd'hui avec des tentatives de déstabilisation répétées donc du Mali, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et donc, la question qui est à l'ordre du jour là maintenant, le Mali dit, je dispose des éléments probants que je souhaiterais exposer au Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer le rôle néfaste de la France. Si nous voulons la vérité, si la France considère que c'est des allégations mensongères de la part de Diop, de la part donc du Mali, autant aller au Conseil de sécurité de l'ONU et étaler donc les preuves que le Mali a. Le Mali est un pays riche. Dans une autre vie, j'avais l'habitude d'aller au Mali parce que j'allais chercher clientèle là-bas pour le port autonome de Lomé. C'est des gens de toute façon qui sont très accueillants et qui sont très entrepreneurs. Et donc, je ne peux pas comprendre que, avec autant de richesses, les gens rentrent dans une œuvre de prédation et on laisse la population donc souffrir et jusqu'à ce qu'on demande donc des sanctions contre le Mali. Vous pensez que les Africains eux-mêmes vont demander des sanctions? Et c'est aussi ça
donc le rôle joue la CEDEAO. La CEDEAO, de toute façon, qui connaît donc la culture africaine. Si tu n'en as pas à manger, que le voisin a, on partage, ne peut pas décider d'asphyxier le peuple chaud. Et donc, ça veut dire qu'il y a des forces extérieures qui manipulent. Il faut que tout cela s'arrête pour que nous puissions donc construire une Afrique digne avec les ressources que nous avons et offrir de la prospérité partagée à nos populations. Et donc, à la limite, moi, je souhaite de la clarté dedans. Je ne vois pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, hier, donc, on va aller à l'ONU. Et après, on va aller au Togo de me demander une médiation. Après, on dit à la CEDEAO. Je ne crois pas. Si les gens sont nets et que donc il n'y a pas une volonté de nuire donc aux intérêts donc des Maliens, je crois quand même que on dépose les dossiers et chacun s'exprime. Voilà ce que tu as fait. Est-ce que tu te reconnais dedans? Non, je ne me reconnais pas dedans. Et on trouve la solution pour pouvoir avancer. Mais il y a une volonté délibérée de nuire. Parce que je ne peux pas être chef d'État et entendre un ministre des Affaires étrangères, même s'il vient même de toute façon de la cour de Dieu, et parler aux autorités maliennes donc, comme le Drian le faisait. Je crois que ce gouvernement-là a quelques problèmes. Parce que il n'y a pas de courtoisie, on donne l'autre comme si nous étions à une période coloniale. Non, c'est fini ça. On discute. S'il y a des affaires à faire, c'est du gagnant-gagnant. Mais l'œuvre de prédation. Et c'est ça qui amène aujourd'hui nos enfants à traverser la Méditerranée. Combien d'Africains sont morts au niveau de la Méditerranée? Mais si nous avons de toute façon, nous contrôlons nos ressources, nous créons de la richesse, nous développons nos pays, qui vous dit du moins aller vivre du moins à l'étranger est meilleur que de vivre chez soi? Vous pensez que là où moi je suis là maintenant, je suis heureux? Je préfère de toute façon vivre dans mon environnement. Et je crois quand même que c'est le défi que les différents mouvements panafricanistes, de toute façon, sont en train de relever et nous devons demander de les accompagner. Et c'est en cela que, lorsqu'il m'a été proposé d'être parrain donc, de cette plateforme, je n'ai pas hésité parce que je dis bien que l'histoire de l'Afrique, elle est tragique et aujourd'hui, avec cette prise de conscience, nous devons nous mobiliser pour donner un autre destin donc, au continent et préparer de toute façon l'avenir des autres générations. Voilà le signe que nous menons. Oui, que dites-vous de l'attitude des autres États africains face à ce que le Mali vit aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une forme de solidarité quand même vis-à-vis du Mali? Je crois que ici, avec cette solidarité-là, au niveau de, je crois, rien que la CEDEAO, ces sanctions ne devraient pas avoir lieu. Et donc, bon, chacun a peur. On a peur de quoi? Que, bon, si je dis la vérité, eh bien, la France va mettre son système en jeu et peut-être je vais perdre mon fauteuil. Je crois quand même qu'il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Ça dit que la France va jouer ce rôle-là jusqu'à quand? Il faut sortir de là. Le monde, personne n'est indépendant. Nous sommes interdépendants. La France, ou si vous voulez, les pays européens ou occidentaux ont besoin de l'Afrique. L'Afrique aussi a besoin d'eux. Mais rester dans une œuvre de prédation, vous savez très bien que vous trichez les gens, vous ne continuez pas à le faire, les gens sont dans la misère. Je crois que le moment est venu de reviser tous ces accords-là. De reviser tous les accords que l'Afrique ou donc nos États ont signés du moins avec les partenaires occidentaux. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, peut-être qu'ils me connaissent. Tout type d'accord. Quoi exactement? Monétaire, militaire. Je dis, il faut les reviser. Il faut les reviser. Comment vous voulez affamer la famille et nourrir d'autres à l'étranger? Jacques Chirac disait, l'argent que nous avons dans nos portefeuilles, une grande partie vient de l'Afrique. Mais l'Afrique est dans la misère. Là. L'Afrique est dans la misère. Et puis après, donc, quand vous dites aide au développement et tout ça, ce que l'Europe ou la France tire de nos pays, comparé par rapport aux aides de développement, donc c'est pin-up. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter? Personne ne dit qu'il va se développer seul. Vous avez besoin de vos voisins. Vous avez besoin d'autres partenaires. Moi, je prends rien que de toute façon, bon, les mines qu'on découvre chez nous. Il faut informer la France d'abord, qu'on a trouvé. Si la France ne peut pas, en tout cas, du moins exploiter, bon, il va trouver. Mais qu'est-ce qui reste à nos pays? Le Mali est un pays immensément riche. C'est un scandale géologique. Et je pense que l'Occident a mieux à faire que de trouver un partenariat gagnant-gagnant avec donc
les autorités maliennes, le peuple malien, pour que nous puissions donc avoir la paix, le développement et puis le respect de choses. Parce que on ne peut pas se lever là et parler à des autorités comme si moi c'est des garçons de course et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas le seul. Mais beaucoup de gens n'ont pas le courage peut-être de l'exprimer, tel que moi je le dis. Si c'est pour ça que Macron et les autres ne souhaitent pas que la vérité des urnes, la souveraineté du monde que le peuple togolais m'a confié, de toute façon, je dis si c'est pour ça donc qu'il ne veut pas que cette souveraineté soit active, ben, on verra du monde la suite. Mais dans tous les cas, le ciel et la terre et toutes les forces qui gouvernent le monde savent que le véritable vainqueur de l'élection présidentielle du 22 février 2020, c'est Agbéome Kodjo. D'accord, docteur Kodjo, une dernière certainement pour la route. Alors, quand vous étiez Premier ministre du Togo, est-ce que ce langage, notamment sur le panafricanisme, ce langage justement sur la position de la France à l'endroit des institutions togolaises, est-ce que vous l'aurez certainement tenu comme vous le tenez aujourd'hui? Je suis président démocratiquement élu et j'ai la latitude de jeter un regard sur les relations politiques de la France avec l'Afrique et notamment le Togo. Lorsque j'étais Premier ministre, je suis Premier ministre nommé par un chef d'État qui est en alignement du moins avec ces mesures et il ne m'appartient pas de toute façon de contester le choix qu'il a fait. Mais quand il s'agit de faire des réformes... du gouvernement, vous orientez quand même... Je vais terminer. Quand il s'agit de faire des réformes et en matière donc de choses donc de bonne gouvernance, des réformes pour un état de droit, des réformes pour faire en sorte que la justice soit indépendante et impartiale, loin de toute pression et de toute séduction, j'ai dit j'ai rencontré un mur. Et la seule façon, de toute façon, lorsqu'on rencontre un mur dans ce genre d'initiative, c'est de remettre sa démission. Et j'ai remis ma démission le 27 juin 2002. Alors, merci à vous, Dr Kodjo. Peut-être quelques messages en rapport aussi, bien sûr, avec la question que vient de vous poser Fundedi. Peut-être ça vous permettra de mieux faire comprendre à nos téléspectateurs votre position aujourd'hui. On est là à La Roche qui dit: qu'a-t-il fait en tant que Premier ministre ou président de l'Assemblée pour le Togo, justement en rapport avec le discours que vous tenez maintenant. On a l'activiste Elolo qui dit: finalement, tu l'as compris que tes appels au secours de Paris, parce qu'on estime, si on s'en tient, que vous étiez d'abord proche de Paris, les appels au secours de Paris n'a pas marché, vaut mieux, voilà, retourner la veille. Je vais survoler à peu près le message. Alors, beaucoup estiment que vous avez changé de veste. Peut-être on va sortir par là. Vous savez, c'est trop facile de juger quand on est loin. Vous me dites que l'appel de Paris n'a pas marché. Nous ne demandons rien à Paris. Nous demandons à Paris dont la signature a été violée, mais de le reconnaître. Je ne sais pas si tu comprends. Non, personne ne demande l'implication de la France. Nous aurons pu régler les problèmes à l'intérieur si on n'a pas violé la signature de la France. Le retournement de la veste, vous savez, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il y a une seule réalité qui est constante, c'est le changement. Tel que vous vous présentez de nous à la télévision aujourd'hui, il y a 10 ans, vous n'étiez pas comme ça. Dans tous les cas, je dis bien que mon arrivée de toute façon au pouvoir ne dépend pas de toute façon de la France ou de, comment je dirais, de l'Europe ou du monde occidental. Le peuple a fait un choix. Si les gens considèrent que, ah oui, on va aller d'élection en élection, il faut va rouler, et puis en fait la France va le couvrir, on continue, c'est aussi un choix. Je n'ai pas changé de veste. Je suis égal à moi-même, droit dans mes bottes, en train de réclamer la vérité des unes, la justice. C'est-à-dire que la France est là donc pour couvrir des dictateurs qui sont à leur service, même s'ils ne gagnent pas. J'ai dit cette fois-ci, ça ne marchera pas. Voilà. Et c'est ça aussi, le panafricanisme. J'aurais pu de toute façon, c'est vrai, accepter
les milliards qu'on m'a proposé et le poste de Premier ministre, je serai tranquille. Dans le climatiseur chez nous. C'est clair? Ouais. Oui. Et quand de toute façon Macron se taisait, il pensait que nous aussi nous allons nous taire. Macron est obligé, je dis bien, il est obligé de faire justice au peuple togolais. S'il considère que, bon, ça doit rester comme ça, je pense qu'il y a une gifle qui est venue du Mali, une autre viendra du Togo. D'accord, docteur Kodjo Agbeyoume. Nous tenons à vous rappeler que les toutes dernières questions qui vous ont été posées tout à l'heure, ce sont les réactions de nos téléspectateurs, parce qu'ils sont justement des centaines qui sont en train de nous suivre en direct actuellement. Et donc, c'est sur ce que nous remettons justement, nous mettons un terme à cette édition spéciale. Nous rappelons justement que, voilà, vous êtes ancien Premier ministre, vous avez également été président de l'Assemblée nationale, mais également vous avez été, j'ai envie de dire, un panafricaniste très engagé déjà pour le Togo. Et donc aujourd'hui, vous êtes en exil et cela justifie justement le fait que vous avez accepté de nous accorder cette interview. De façon peut-être pas cachée, mais de façon sécuritaire. Je préfère le dire ici. Merci à vous une fois de plus, Dr Kodjo. Merci Dedi Foot. Dr Kodjo, on espère qu'on vous aura peut-être pour une prochaine fois encore un peu plus pour approfondir, pourquoi pas, vos discours. Peut-être aussi dans le cadre d'un débat, on verra bien selon votre disponibilité. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Dr Kodjo. Oui, et vous ajoutez que c'est lui le président démocratiquement élu au Togo et je suis d'accord de moi à faire un débat également avec les usurpateurs. Voilà. Merci une fois de plus. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien exclusif, édition spéciale sur For You Media. Lina Dedi, je pense que Dedi Foot, pardon. Je pense qu'on va mettre un terme à cette autre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.